Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition du 10 juin des Rencontres internationales des jardins. Donc, le thème aujourd'hui porte sur le Moyen-Orient en tant que marché de transition. Alors, permettez-moi, au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de vous souhaiter la bienvenue et de remercier aussi nos partenaires, donc Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour son soutien à l'ensemble de nos activités, ainsi que nos commanditaires pour la série Desjardins et la presse. Alors, je me présente, mon nom est Dina Mansour, je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre et aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer ce webinaire qui va être présenté par M. Martin Lampron, président de Expand Group. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais juste vous inviter à vous familiariser avec la plateforme et le déroulement. Donc, vous avez participé à plusieurs webinaires, alors j'imagine que ça va être facile pour vous maintenant. Vous avez une section Q&A ou bien Q&R, dépendamment si votre version de Zoom est en français ou en anglais. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser directement dans cet onglet-là. Il va y avoir un petit 15 minutes, 10 à 15 minutes à la fin de la présentation spécifiquement pour répondre à vos questions. Toutefois, si vous avez des commentaires uniquement ou des problèmes techniques, vous pouvez utiliser le chat et nous avons quelqu'un avec nous ici qui pourrait vous aider en cas de besoin. Avant de commencer, j'aimerais aussi donc vous présenter M. Lampron. Donc, il était titulaire d'une maîtrise de l'Université Concordia en administration des affaires publiques et il est le président et fondateur de la société Expand Group qui offre des services d'aide au développement des affaires à l'international dans divers pays. Donc, depuis 2004, il a été amené à négocier des contrats dans le secteur des transports, des infrastructures, de la santé, des produits haut de gamme et de l'alimentation. Et ces mandats se sont réalisés aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, en Amérique latine et également en Europe et au Moyen-Orient. Donc, M. Lampron, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci, Dina. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, on parle du marché du Moyen-Orient. Suite à une conversation que j'ai eue avec la Chambre de commerce Montréal métropolitain en proposant cette région comme un marché de transition. Je m'explique. On se retrouve aujourd'hui avec un marché américain qu'on ne sait pas trop comment va finir l'année, avec plusieurs entreprises qui risquent de disparaître, et avec un marché européen où est-ce que les principaux pays de l'Europe vont être pris dans une relance économique où encore ici, plusieurs entreprises risquent de disparaître. Le Moyen-Orient n'est pas nécessairement un marché naturel pour nous, Canadiens. Ceci dit, lorsqu'on regarde de près ce marché-là, on pourrait comprendre que ça pourrait être un marché qui nous permettrait de faire un pont entre la crise et la relance de nos marchés plus naturels. Les infrastructures sont en place. Il y a une population avec un pouvoir d'achat intéressant. C'est des gens qui sont à la fois influencés ou influencent l'Europe et les Amériques et donc sont habitués à nos cultures et à négocier avec nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose le Moyen-Orient en 30-35 minutes à le regarder comme un marché de transition et peut-être dans un futur plus éloigné, un marché naturel pour vous. Donc, en espérant que la présentation va vous plaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu du Moyen-Orient, les rapports de force, les opportunités à court et moyen terme, l'avantage du Canada, comment se préparer, comment être proactif dans un marché qui demeure quand même assez lointain et où est-ce que les avions ne nous apporteront pas dans un court ou moyen terme. Pourquoi je peux vous parler du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est que j'ai eu plusieurs mandats, principalement sur les Émirats lors des dernières années. J'ai pu négocier des contrats dans le secteur médical, principalement auprès des medical devices. J'ai appuyé des gens qui étaient dans les infrastructures maritimes, principalement dans les marinas de Megayat et aussi au niveau du secteur de la construction résidentielle.
J'ai fait quelques fois aux Émirats arabes unis et en Égypte. Et ceci dit, attendez pas de la présentation de grandes statistiques et de grands discours économiques. Chez Expand Group, notre force, c'est le terrain. Donc, on a une vision PME. Donc, on veut vraiment faire comprendre à la PME québécoise où sont les opportunités pour eux. Si on regarde la population du Proche et Moyen-Orient, on parle quand même de 444 millions de personnes. Si on la compare avec versus comment ils ont été affectés par la COVID-19, on peut être d'accord ou pas avec leurs estimés ou leurs chiffres. Mais on peut comprendre que la courbe a été beaucoup moins élevée, même si on multiplie par 2, par 3 ou par 4, que sur l'Europe ou sur les Amériques. Donc, la région s'est quand même bien sortie de cette crise sanitaire. Et hier, je lisais dans la presse, il y avait un article sur les orientations de Dubaï et on voit bien qu'ils sont déjà dans l'après, ils sont déjà dans la réouverture et à la vitesse grand V. Bon, le Moyen-Orient, on a chacun notre Moyen-Orient. Il y a des gens qui vont inclure l'Égypte et la Turquie dans le Moyen-Orient. Moi, je considère que l'Égypte est le pays phare de l'Afrique du Nord, principalement. Et la Turquie est un pays, une région en soi. Donc, pour moi, le Moyen-Orient, c'est vraiment les pays que vous voyez ici qui font partie de la région du Golfe Persique. Donc, voici les pays auxquels je vais parler aujourd'hui. Quand j'ai au pays, c'est sûr qu'on va passer, on ne toucherait pas la Syrie, ni l'Irak, ni l'Oman et le Yémen, même si il y a sûrement des opportunités d'affaires dans ces pays-là. Mais moi, si j'étais une PME québécoise et que je regarderais le Moyen-Orient, je m'intéresserais beaucoup plus à des pays tels que les Émirats, le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite, à la rigueur la Jordanie, qui est un pays en croissance, qui pourrait être drôlement intéressant d'ici 2 à 3 ans, et Israël. Donc, pour vous mettre un peu, en espérant que tout le monde connaît un peu le Moyen-Orient, mais vous mettre un peu au diapason, le Moyen-Orient n'est pas seulement des dunes. Ici, vous voyez une photo d'Abu Dhabi, très belle ville en passant. Aussi, centre des décisions des Émirats. J'aimerais rappeler qu'Abu Dhabi a sauvé Dubaï lors de la crise financière de 2009. Donc, vous voyez qu'il y a des infrastructures et qui sont prêts, qui sont assez avancés dans leur développement. Ici, c'est dans la capitale de l'Arabie saoudite, une photo qui démontre encore aussi une construction imposante, importante face à eux. Et ici, vous avez Doha, Qatar. Donc, encore là, des édifices hors normes, imposants. Et vous avez ici Tel Aviv. Donc, on parle de sociétés modernes, on parle de sociétés qui sont dans certains cas, plus avancés que nous sur l'intégration de nouvelles technologies ou de nouvelles façons de faire dans leur jour à jour. Donc, c'est des gens qui s'attendent aussi de pouvoir faire affaire avec des gens qui sont à leur niveau, qui peuvent leur apporter un accélérateur dans leur propre développement ou prise de position sur le territoire. Moi, je considère qu'il y a deux pouvoirs au Moyen-Orient. Les pays qui influencent la zone le plus, c'est vraiment ceux qui font partie du Conseil de coopération du Golfe, en mettant l'Arabie saoudite comme le pays qui a le plus d'influence et le plus de poids. Il y a les Émirats, qui est un peu le point de chute de l'ensemble des expatriés ou des gens qui veulent faire affaire dans cette région-là. Et vous avez les plus petits pays qui sont le Koweït, le Bahreïn, le Qatar et l'Oman.
qui ne sont pas dépourvus d'intérêt pour une PME québécoise, mais vont plus être à la suite des décisions prises soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite qu'eux-mêmes influencer le groupe. Et nous avons Israël. Israël, au niveau des technologies, au niveau du médical, au niveau de l'agriculture 4.0, est une région à ne pas négliger. Ça demeure un pays très intéressant pour faire du business. Et j'aimerais aussi rajouter que pour ces deux groupes-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même des diasporas assez actives au Canada. Donc, on peut faire de la business au Moyen-Orient à partir de Montréal avec des gens qui sont sur la diaspora, qui sont dans les diasporas et qui ont de bons réseaux de contacts dans ces pays-là. Bon, pourquoi le Canada? Le Canada, aujourd'hui, à mes yeux, si on peut, se trouve en situation de force versus d'autres régions d'influence qui sont l'Europe, principalement la France ou l'Angleterre ou les États-Unis ou même à la rigueur la Chine. La Russie, à mes yeux, n'est pas aussi présente dans les deux régions que je viens de parler. Elle est plus présente dans les pays limitrophes tels que le Yémen, la Syrie ou l'Irak à la rigueur. Donc, première des choses, le Canada a des relations d'affaires depuis des années avec cette région-là. On les a aidés dans la création de leur infrastructure. On a eu de très grandes boîtes d'ingénierie canadiennes qui ont accompagné la création des Émirats et de l'Arabie Saoudite ou l'arrivée dans la modernité. On a des accords de libre-échange entre Israël et la Jordanie. On a des ententes commerciales, donc certaines qui nous protègent en tant qu'investisseurs ou entrepreneurs dans ces pays-là. Une chose aussi, on est plus considérés comme des diplomates que comme des policiers de la région. Donc, les gens nous voient tout de suite dans une relation d'affaires comparée peut-être à d'autres régions du globe qui ont un intérêt militaire ou d'influence politique sur la région. Comme je vous disais, notre savoir-faire a été maintes fois prouvé. Je peux juste vous parler qu'on, nous, chez Expan Group, on a un client qui se spécialisait dans la gestion des eaux usées et a fait de très beaux projets au Qatar. Donc, on a pu approuver qu'on maîtrise notre ingénierie et qu'on peut être des apporteurs de solutions dans le développement de leur infrastructure. On a des connaissances dans les secteurs en croissance que recherche. Je vais parler plus tard de ces fameux secteurs de croissance. Mais l'ensemble des PME québécoises peuvent très bien apporter des solutions dans ces marchés. Donc, le transport, il se crée des routes, il se crée des infrastructures de mobilité. Si je n'ai pas à vous rappeler que l'aéroport de Dubaï se veut un des aéroports les plus importants, sinon le plus important au niveau du commerce international. On ne parle pas juste des passagers, mais on parle aussi de la livraison et de la marchandise. Et c'est un objectif, malgré la COVID, malgré l'arrêt de l'aéroport, qui est maintenu chez les propriétaires de cette infrastructure-là. Le médical. Le médical, dans l'ensemble aussi, et dans le secteur privé, la zone a confirmé au Fonds monétaire international que suite à la COVID et suite à quelques petits dérapages, la mise à niveau du secteur médical est une priorité, la construction d'hôpitaux, la construction de centres d'opération ambulatoires ou post-opératoires semble être des nouvelles infrastructures qui vont être priorisées.
et etc. Il y a plein d'autres choses. Et pourquoi je dis etc., c'est que nous, de l'extérieur, on a l'impression que le Moyen-Orient ne croit qu'au pétrole. Pense que, la sortie passe par le pétrole. Moi, je vous dirais que pour eux, il est clair que le pétrole aura un temps limité dans le temps et qu'ils doivent réorienter leur développement économique. Je ne serais pas surpris de voir de très grands clusters médicaux, technologiques, biotechnologiques dans ces pays-là dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, pour eux, ils sont déjà à savoir qu'est-ce qu'on fait après. Donc, on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les orientations à moyen et long terme, mais on sait pertinemment qu'on va être dans de la transformation de valeur ajoutée ou dans de la science assez pointue, avec des alliances, avec de grands laboratoires canadiens, américains, européens. Donc, il faut être capable de se positionner ou même chercher des investisseurs de cette région-là qui seront prêts à travailler avec nous sur des développements assez pointus. Et si je fais une aparté pour Israël, Israël, depuis plusieurs années, est une pépinière à start-up technologique et médicale importante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Waze a été créé par 3 jeunes Israéliens. Et plusieurs applications que nous utilisons de nos jours sur nos cellulaires viennent de start-up israéliennes. OK? Donc, comme je vous disais, même si on a été quand même durement frappé par la crise, je crois que nous sommes en meilleure position que d'autres pays qui sont influents sur la région et que ces pays-là vont devoir un peu baisser la voilure pour se concentrer sur leur marché, je dirais, plus naturel ou voir comment ils vont reprendre. Donc, c'est à nous de pouvoir prendre position dans ce marché. Donc, comme je vous disais, compétition internationale moins présente, on le voit déjà, il y a des gens qui se seront retirés de la zone et qui laissent la porte ouverte à d'autres entreprises de prendre ces positions-là parce que à aujourd'hui, ça demeure quand même beaucoup d'entreprises internationales qui travaillent en partenariat avec des groupes de la région, mais le know-how et le savoir-faire est quand même encore importé dans cette région-là. Donc, le climat d'affaires dans la région. Ici, pour y être allé quelquefois, on est vraiment dans un autre monde, même si je vous disais plus tôt que ils comprennent bien les subtilités de la négociation à l'européenne ou de la négociation à l'américaine. Eux-mêmes ont leurs subtilités qu'il faut bien comprendre afin de perdre le moins de temps possible et ne pas se retrouver dans un parcours des combattants à pu terminer en pensant qu'il y a un projet au bout. Donc, dans cette région-là, le relationnel, l'intérêt de mieux se connaître est assez important. Je ne veux pas généraliser, mais c'est des gens qui aiment bien savoir avec qui ils ont affaire. C'est des gens qui s'inscrivent dans le moyen et long terme. Il faut comprendre que dans ces régions-là, on a eu une évolution très rapide dans les 50 dernières années. Donc, ils ont eu affaire à beaucoup de gens qui se sont intéressés par la zone et il y a eu du bon et du mauvais. Donc, ils veulent vraiment savoir avec qui ils ont affaire. Okay? Savoir choisir le bon interlocuteur. Ici, il faut faire attention. Moi-même, j'ai fait l'erreur. On a tous croisé quelqu'un qui se disait cousin germain d'un des Émiratis ou un des cheikhs arabes d'un pays.
Ça peut être vrai et il nous faisait souvent miroiter la capacité d'influence. Il faut faire gaffe. Moi, je dis souvent, des fois, c'est beaucoup mieux un bon expatrié qui est là depuis plusieurs années, qui a intervenu dans des projets structurants. Donc, par la bande, n'a pas eu le choix d'être dans des rencontres auprès des décisionnaires qui sont la plupart du temps, proviennent la plupart du temps de la famille royale. Donc, bien choisir l'interlocuteur est primordial. Il faut être capable de vite voir qu'on a quelqu'un qui peut vraiment nous amener dans le cercle fermé des décisionnaires. Parce qu'il faut rentrer dans ce cercle-là. Si on n'est pas capable, c'est très, très, très difficile de faire du business rapidement ou à court et moyen terme. Le respect des différences culturelles sont primordiales. Chez nous, au Canada, on est une société mixte, on est une société, outre qu'on soit partie du Commonwealth, on n'a pas un système de monarchie. Il m'est arrivé de faire des rencontres aux Émirats où est-ce que la plupart du temps, quelqu'un de la famille royale venait étant le chargé de projet et qu'un expatrié était son bras droit et que la personne de la famille royale parlait à son bras droit et le bras droit me parlait à moi, mais on parlait tous en anglais. Donc, il ne faut pas s'insulter de ces différences culturelles-là et il faut les respecter. Ici, on n'est pas dans une notion de jugement de valeur ou quoi. Il faut le faire. Ça fait partie de leur mœurs. Et si on est intéressé de faire du business, mais on doit passer par là. Ceci dit, moi, ça m'a toujours interpellé parce que je trouve ça quand même assez fascinant, les relations humaines. Et je trouvais que ça vaut la peine de mieux connaître ces différences culturelles-là. Donc, bien les comprendre, savoir quand les appliquer, savoir aussi quand ils se cachent derrière ces différences culturelles-là pour ne pas vous dire non ou pour prolonger la prise de décision, il faut être assez au courant de cela. Vous direz comprendre l'évolution de la région depuis les 150 dernières années. Comme plusieurs pays en voie de développement, ils sont passés, je dirais, de l'ordinateur de table à la tablette sans passer par le laptop. C'est un exemple peut-être un peu grossier, mais qui est réel. L'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, même d'être un peu des marchés bêta, est très fort dans cette région-là. C'est des gens qui vont intégrer rapidement tout ce qui va faciliter la croissance. Donc, il faut comprendre qu'à Dubaï, il y a 60-75 ans, c'était principalement des dunes et principalement des éleveurs. Et ils ont eu une vision. Les visions dans cette région-là sont faites à moyen et long terme. J'ai vu des plans de développement de la ville d'Abu Dhabi. Et ils savent à peu près qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, comment ils veulent développer. Il y a eu des projets au Qatar ou au Bahreïn où est-ce que les infrastructures sanitaires d'une nouvelle ville qui n'était pas encore construite étaient déjà prêtes. Ils attendaient juste l'électricité ou le raccordement avec le système d'aqueduc. Donc, ils sont en recherche et en demande de ce type et ils en ont besoin et ils l'ont identifié comme besoin. Donc, encore là, ils sont prêts à nous recevoir. OK? Donc, encore là, je vais parler des courbes d'acceptation des nouvelles approches technologiques. OK? Ceci dit, quand on parle de différences culturelles, faire affaire au Moyen-Orient peut être ardu. La prise de décision peut être très longue. Ils peuvent vous demander une soumission et vous n'entendez plus parler pendant 3 mois, malgré vos appels, malgré vos emails. Et un vendredi, ou un jeudi, ils vous disent « j'ai besoin de la soumission pour lundi matin ». Reviser tout. Et c'est vrai, c'est la journée que le chargé de projet a décidé qu'il prenait la décision.
Il peut y avoir des retards. Il peut y avoir des retards de paiement. Au Moyen-Orient, du 180 jours, du 120 jours, c'est pas rare, c'est même la norme. Il peut y avoir des règlements de facture un petit peu plus compliqués. Ceci dit, au Canada, on a quand même des organisations telles que DC et BDC qui nous aident énormément. C'est sûr que je vous conseille fortement les lettres de crédit quand vous faites ces projets. De prévoir aussi des déplacements sur place pour accélérer les trucs lorsque ça sera disponible ou auprès de votre interlocuteur. Mais attendez-vous que ça soit plus long que la normale. Un coup que c'est parti, ceci dit, le projet doit suivre son cours parce qu'ils ont décidé de. Il pourrait avoir des complications lors de la remise de l'infrastructure ou du produit qu'on dit. Donc, essayer d'avoir un minimum d'argent à récupérer sur la fin du mandat. 5 à 10 de facturation sur l'acceptation de la fin du mandat, plus qu'un gros montant à la fin. Donc, ça peut être plus judicieux. Autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que même si on pense que le Moyen-Orient, tout le monde s'entend, mais vous êtes au courant que le Qatar a été mis un peu à l'écart, un peu beaucoup dernièrement, en 2019. Ça a créé énormément de problématiques pour Qatar Airways et autres compagnies. Si on fait de la business en Arabie Saoudite, ça risque d'être un peu compliqué de faire de la business en Israël et vice-versa. Donc, avant de prendre une décision, avant de s'identifier quelque part au Moyen-Orient, il est judicieux de bien voir où est-ce qu'on va faire. OK. Comme je vous disais, comprendre qu'ils sont dans le long terme. Les opportunités, quand je vous parlais à court et moyen terme, tout ce qui s'appelle secteur de la santé, donc je dirais même bien-être et santé. Donc, du spa dans les grands hôtels jusqu'aux hôpitaux, aux centres ambulatoires. Je ne serais pas surpris parce qu'il faut comprendre qu'il y a une clientèle de touristes, leurs snowbirds à eux sont principalement russes, allemands, français. Je ne serais pas surpris de voir arriver un secteur en développement pour les jeunes retraités qui décident de laisser l'Europe pour la chaleur de la région. Donc, je crois que ça va être un secteur qui va être en très grande croissance sur l'ensemble des pays que je vous ai identifiés. Services aux expatriés. Quand je parle des expatriés, je parle principalement des expatriés d'Europe et des Amériques. Malheureusement, il y a un autre groupe d'expatriés que eux sont plus des travailleurs au niveau de la construction et tout, donc qui n'est peut-être pas nécessairement notre clientèle, mais les expatriés des pays occidentaux ont normalement de très bons salaires, recherchent quand même une certaine de se retrouver un peu comme chez eux. Donc, si vous avez ce type de service-là, si vous avez ce type de produit-là, mais la diaspora européenne ou américaine peut être drôlement intéressante. Je vous parlais des infrastructures hospitalières, la sécurité alimentaire. La faune du Moyen-Orient est principalement sablonneuse et il n'y a pas grande production qui se fait là de façon naturelle. Donc, ils sont assez dépendants de l'importation de nourriture. D'ailleurs, c'est le deuxième pôle de développement qui a été identifié lors de leur rencontre avec le Fonds monétaire international. Toute la traçabilité alimentaire, toute la sécurité alimentaire est rendue une priorité sur la zone. Donc, si vous êtes dans ce business-là, vous avez sûrement de très belles opportunités auprès de décideurs. Okay? Transformation numérique, donc l'adaptabilité de leur business, même s'ils appliquent rapidement les nouvelles technologies, mais de passer d'une entreprise, on pourrait dire plus standard, à une entreprise 2.0. Et ça s'applique partout. Il y a le
musée du Louvre aux Émirats qui a ouvert dernièrement. Ben, qui dit musée, dit difficulté de visiter, dit visite virtuelle. Donc, il peut y avoir plusieurs trucs qui soient faits. Dans l'immobilier, il y a présentement de beaux développements immobiliers, mais qu'on peut difficilement développer. Donc, la visite virtuelle, etc., pourrait être de types de produits ou services qui pourraient être d'intérêt. OK? Comment maintenir mes marchés? Il faut assurer une présence. Donc, je vous parlais de maintenir le relationnel. Donc, aller au-delà des affaires, intéressez-vous. Identifier la valeur ajoutée que vous apportez comme solution. OK? Rassurer sur la situation au Canada. Autrement dit, dites oui, effectivement, on a été frappé durement, mais ce n'est pas sur l'ensemble du Canada. On peut faire, on est déjà dans l'après-crise pour nous. OK? Être présent à l'écoute. Donc, le type de communication que vous devez avoir, ils doivent comprendre pourquoi vous les interpellez, pourquoi vous les approchez. OK? Leur expliquer rapidement quelle est votre stratégie à court terme. Ils veulent savoir si vous êtes là pour la durée, parce qu'il faut comprendre que dans l'ensemble du monde, présentement, ceux qui vont passer à travers la crise sont en train d'identifier les fournisseurs qui ont passé à travers la crise, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de travailler avec un fournisseur qui est proche de la faillite. Ou qui aura beaucoup de difficultés lors de la production et tout. Donc, démontrer que vous êtes au-delà de ça. OK? Voici voir les défis des clients, vos débuts de réponse. OK? Rassurer les clients que vous pouvez passer à travers. Vous êtes déjà dans l'après, vous pouvez démontrer qu'est-ce que vous avez fait pour être dans l'après, pour assurer que vous êtes capable de produire, etc., etc. Que vous avez des nouveaux produits qui sont en développement, vous êtes déjà projeté en 2021, 2022, que vous avez fait des transformations dans vos produits qui respectent les nouvelles normes sanitaires, qui facilitent la mise en place de nouvelles normes sanitaires. Je pense principalement dans les hôtels, restaurants, même dans les complexes immobiliers qu'on peut retrouver là-bas. Et que vous êtes bien financé. Moi, je pense que, juste comme je vous disais, avec EDC, BDC et d'autres partenaires financiers, on peut rassurer les gens qu'on est capable. Il y a plein de systèmes qui pourraient être expliqués dans une autre présentation qui vous permet aussi de financer principalement la commande qui vous sera faite ou le projet qui vous sera fait. Okay? Donc, en conclusion, c'est un marché intéressant mais complexe, mais c'est un marché qui est en croissance depuis plusieurs années et qui offre de beaux projets challengeants et structurants. C'est un marché qui est très réceptif aux nouveautés. Donc, vous n'avez pas à craindre que si vous avez vraiment quelque chose qui est très up-to-date, ils seront très réceptifs. On n'a plus besoin de se battre pour qu'ils reconnaissent notre savoir-faire canadien. Ils comprennent qu'on est sérieux, on est là pour faire du business, on est là pour faire avancer les choses. Il y aura moi, je continue à dire que les entreprises canadiennes pourront prendre la place de plusieurs personnes qui ne sont pas là présentement ou qui ont dû retirer. Donc, formation à distance, tout ce qui a rapport avec le télétravail, qui est une nouvelle donne un peu pour eux. Il faut s'entendre aussi. Le télétravail n'était pas vraiment à l'agenda. Les dispositifs médicaux, les outils de travail à distance, l'alimentaire, comme je vous parle. Donc, aussi, mes sources d'information ou les médias que je considère qu'on doit s'intéresser si on est sérieux sur le Moyen-Orient. The Economist, un incontournable, vraiment des bons articles de fond, je ne dirais sans trop de points de vue ou d'éditoriaux personnalisés. Leaders, Middle East, vous devez savoir avec qui vous parlez. Vous devez savoir comment fonctionne, qui est qui, quelles sont les sphères d'influence de chaque personne. Courrier international aussi, il faut plus comprendre, je dirais, les classes moyennes ou classes moins aisées de la région. Ça nous permet aussi de comprendre qu'est-ce qui influence les projets structurants. Al Jazeera, moi je ne vous cache pas que j'ai suivi Al Jazeera beaucoup pendant la crise parce que je trouvais qu'il nous donnait un bon point de vue mondial
de qu'est-ce qui se passait. C'est assez intéressant. Il y a des bons reportages, il y a des nouvelles à toutes les heures. Je suggère fortement de l'écouter. Et CNN International. CNN International, à mes yeux aussi, est un incontournable pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette région. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'ai dû faire un survol. On a très peu de temps. On aurait pu parler pendant des heures sur la zone. J'espère que ça vous a permis d'avoir un début de réflexion. Donc, on vous remercie de l'attention que vous nous avez portée. Merci beaucoup, M. Lampron. Alors, nous sommes maintenant à la période des questions. Je vous invite tout le monde à les poser maintenant donc, dans la section Q&A. Nous avons déjà reçu une question de Roberta Kapelovic. Donc, la question est en anglais. Je vais me permettre de la traduire. Roberta, elle se demande est-ce qu'il y a des pays, un pays ou un ensemble de pays au Moyen-Orient qui pensent à verdir un peu l'environnement et à refroidir les températures, le climat? La réponse est oui. Il y a beaucoup de... Maybe I can say it in English. The answer is yes. Well, first of all the big cities in the region want to have more greener area, okay? And they are, I would say they are aware of the ecological problems that they may face. So there's a lot of projects for irrigations and et cetera, et cetera. And if you take just an example, the next World Cup, they're already working on how to cool the air of the big stadiums. So yes, there's projects going on regarding these two issues in the region. Pour traduction aussi, pour la réponse là, de M. Lampron, pour les gens qui parlent français. Donc, désolé. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Je peux le traduire pour vous. Non, je peux le faire. Écoutez, oui. La réponse est assez simple, c'est oui. L'ensemble des grandes villes de la région veulent de plus en plus avoir des espaces verts, veulent de plus en plus aussi être en accord avec les politiques du changement climatique. Il y a beaucoup de trucs qui se font au niveau de l'énergie solaire. Il y a des fermes solaires maintenant là-bas aussi. Et au niveau de le refroidissement de l'air, oui, si on prend juste la prochaine Coupe du Monde, il y a beaucoup de recherches qui se font sur comment réduire la chaleur, qui a été un gros problème lors du championnat du monde d'athlétisme de l'année passée, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça là. Aussi par rapport à cette question-là, est-ce que d'après vous, est-ce qu'il pourrait y avoir possiblement des implications avec la NORAD, donc le North American Aerospace Defense Command, pour de telles opportunités aussi par rapport au climat? Ça serait prétentieux de ma part de répondre à ce bout de question-là. Je ne connais pas beaucoup les implications que la NORAD face à la région. Donc, je proposerais d'aller voir de faire d'autres recherches. Je ne me sens pas assez à l'aise de répondre à cette dernière-là. Oui, je comprends tout à fait. Nous passons à la prochaine question de Hamza Yassine. Donc, il dit qu'il veut parler du secteur agricole. Donc, ces pays, comme vous l'avez dit, produisent ailleurs, comme par exemple l'Arabie Saoudite produit avec des produits d'Éthiopie. Comment intégrer ce secteur dans la production agricole en ramenant les nouvelles technologies? Ben, moi, je commencerais par le end user, donc le client final, qui serait l'acheteur de ces productions-là, et de lui demander quelles sont tes craintes, et lui pourra imposer des obligations de technologie de production pour assurer sa récolte ou assurer d'être fourni lorsque nécessaire. Donc, c'est ça. Oui.
Passons à la prochaine question. Quelqu'un se demande, est-ce que le secteur du fruit de mer du Québec aurait un marché aux Émirats arabes unis? Oui et non, ça dépend à qui vous desservez. Oui, pour les resorts, pour les restaurants dirigés principalement vers les étrangers. Il faut comprendre qu'il y a aussi il y a une culture de l'alimentation qui est très différente à la nôtre. Donc, il faut voir quel type de fruits de mer ils sont prêts à intégrer, mais il y a sûrement un très beau marché pour tout ce qui s'appelle restaurant haut de gamme et tout, parce que c'est les produits de la mer des Amériques est quand même un produit de luxe pour cette région-là. Parfait. La prochaine question de Luc Samson. Voyez-vous dans la prochaine année une réouverture avec l'Arabie saoudite pour le Canada? Non. Non, parce que je pense que l'Arabie saoudite a délaissé un peu le Canada comme partenaire potentiel d'affaires. Et deux, je pense pas que le gouvernement qu'on a en place présentement est enclin à faire une réouverture. C'est pas sa priorité. Fait que je ne penserais pas qu'il y aurait une réouverture officielle. Peut-être officieuse, mais pas officielle. Merci. Une autre question anonyme. Si on veut établir une représentation dans un des pays du Conseil de coopération du Golfe, lequel privilégier et quelle ville est la plus privilégiée exactement? Les Émirats. Pour moi, les Émirats sont la région qui nous permet, si on est intéressé aux pays du Golfe, si on va pas aux Émirats pour aller en Israël. Donc, ça dépend de qu'est-ce qui nous intéresse. Mais si on parle de la grande région du Golfe Persique, moi, j'irais vraiment aux Émirats. J'irais plus à Abu Dhabi qu'à Dubaï, parce que c'est Abu Dhabi vraiment qui a des centres de décision. Et aussi, si ça ne vous tente pas d'aller là parce que vous avez trop chaud, Londres. Londres, Paris peut être une très belle base pour faire des affaires au Moyen-Orient. Plus Londres que Paris. Alors, on a une dernière question de Maxime Ménivé, donc qui se demande si vous auriez les informations sur les réouvertures de vols dans la région du Moyen-Orient, soit du Canada ou l'Europe. Moi, si je ne me trompe pas, Emirates veut réouvrir ses vols début juillet. Si je ne me trompe pas. Donc, si ça confirme avec Emirates, mais c'est sûr que Qatar va suivre dans la foulée. Les autres, je ne suis pas trop au courant, étant des compagnies d'aviation peut-être moins fortes que ces deux-là. Mais je vous dirais que Emirates, je dirais dans la première quinzaine de juillet, mi-juillet ou plus tard, il va y avoir des vols qui risquent de faire la navette. Ils vont commencer par l'Europe, un peu d'Asie et sûrement se ramener sur le Canada. Donc, si je me permets aussi de rajouter, donc effectivement, j'avais vu la nouvelle aussi passer pour les Émirats arabes unis. Puis, il y a aussi le Liban qui prévoit une réouverture à partir du 21 juin. Donc, on est proche. On est plus proche qu'on l'était il y a un mois. Tout à fait. Donc, mais je vous remercie, M. Lampron, là, donc, pour votre présentation puis pour vos réponses aux questions du public. Donc, nous arrivons maintenant vers la fin de la présentation. Je remercie tout le monde qui a participé, qui a été ici avec nous aujourd'hui. Donc, je me permets aussi de prendre un moment de vous informer de nos prochaines activités. Donc, si vous avez aimé le webinaire aujourd'hui, donc dans la série Rencontres internationales des jardins, toutes les semaines, on touche à des thèmes différents. Alors, la semaine prochaine, à la même heure, nous allons démystifier le thème des foires commerciales virtuelles. Alors, si ça vous intéresse, nous vous invitons à vous inscrire. Nous avons aussi en commerce international des cafés export, donc c'est aussi des webinaires plutôt pour vous mettre au courant sur les sujets d'actualité internationale, puis connaître les perspectives d'experts et d'entrepreneurs par rapport à la crise et comment ils ont fait pour l'affronter.
Ensuite, je veux aussi vous mentionner que la Chambre, en ce moment, est en train de faire un sondage à toute la communauté d'affaires afin de voir les impacts de la relance par rapport au commerce international et aussi entre les régions du Canada pour les petites entreprises. Donc, je vais vous envoyer un courriel avec ce sondage-là, puis les autres liens et la présentation de M. Lampron. Finalement, en quittant, vous allez recevoir automatiquement un sondage. Donc, je vous prie de le remplir car ça va nous encourager à continuer à trouver des thèmes qui vous intéressent, puis aussi améliorer, si jamais il y a des commentaires, donc améliorer nos présentations, toucher des thèmes ou même nous encourager à continuer à vous donner de tels webinaires. Enfin, je tiens à remercier encore une fois nos partenaires, donc Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support, ainsi que Desjardins et la presse. Et encore une fois, je vous remercie M. Lampron. C'était vraiment un plaisir de modérer ce webinaire et de vous avoir comme invité expert avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Passez une excellente journée tout le monde.